Bonjour à tous, bienvenue dans ce salon COSI au congrès du CNCH 2022. C'est le plaisir d'accueillir le docteur Julien Doublet, qui est PH en hypertension artérielle au CHU de Bordeaux et qui nous a parlé tout à l'heure dans une session sur les patients hypertendus difficiles à contrôler, résistants, d'observance thérapeutique. Alors Julien, moi j'ai une question pour toi. Je reviens de l'AHA où on nous a parlé d'anti-endothéline, une toute nouvelle molécule prometteuse, d'inhibiteur de la synthèse d'aldostérone, d'inhibiteur de l'angiotensine 3 cérébrale, de dénervation rénale. Donc là, on a beaucoup de technologies et beaucoup de nouvelles molécules qui sortent dans l'indication hypertension résistante. Et toi, tu nous parles d'un truc qui finalement paraît basique. Est-ce que le patient prend ses traitements? Comment je fais pour lui faire prendre ses traitements? Quelles sont les preuves que tu as? Comment ça marche en pratique? Est-ce que ça fonctionne? Et finalement, quelle est la place du coup de ces nouvelles technologies si toi tu dis que tu peux régler le problème facilement? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Alors déjà, ces nouvelles études sont que des bonnes nouvelles, c'est-à-dire qu'on a des nouveaux outils pour traiter nos malades, on a des nouveaux outils pour améliorer le contrôle du profil tensionnel de la population et donc de réduire les événements cardiovasculaires. Que des bonnes nouvelles. Le souci, c'est que les patients doivent bien prendre leurs médicaments et on a beau avoir des nouveaux outils, cela n'empêche qu'il faut que le patient prenne ses médicaments. Et donc la problématique de l'observance médicamenteuse va persister. C'est d'ailleurs très fréquent. Un patient sur deux ne prend plus ses médicaments après 1 an de prescription. C'est grave parce que c'est associé à une surmortalité, à une surhospitalisation. Donc, probablement que le problème essentiel dans le contrôle du profil tensionnel de la population, c'est plus comment faire pour que nos patients prennent leurs médicaments, même si aujourd'hui on a de nouveaux outils. Donc je pense que c'est deux axes de recherche totalement différents. Un où on va diversifier nos outils thérapeutiques et un autre où on va trouver des nouveaux outils pour que ces médicaments soient bien pris. D'accord, donc ça c'est très intéressant. Et donc là, si toi, je te fais un petit cas clinique, tu as un patient qui arrive, il a 4-5 molécules antihypertensives, il est toujours résistant. Est-ce que tu aurais envie d'abord de lui rajouter ce nouvel anti-endothéline si je te le donnais, ou d'aller creuser l'observance? Qu'est-ce qui va être le plus pertinent, tu penses? Alors pour moi, la première étape sera déjà de simplifier son ordonnance. Donc maintenant, c'est clairement établi que l'inobservance thérapeutique est liée au nombre de médicaments. Donc je vais proposer au patient de simplifier son ordonnance. S'il avait 8 ou 9 comprimés à visée de prévention cardiovasculaire, je vais essayer de réduire le plus possible ces médicaments. Donc en général, le patient est quand même très content. Et je vais lui proposer de réévaluer son profil tensionnel dans quelques semaines, soit en automesure, soit en MAPA, avec ce nouveau traitement très simple, avec comme objectif d'avoir un profil tensionnel contrôlé et surtout un traitement bien toléré. Donc je vais lui proposer ça dans un premier temps. Et la deuxième étape, si malheureusement le profil tensionnel n'est pas contrôlé, je vais, au moment de la deuxième consultation, lui doser les médicaments dans les urines. Il a quel traitement à ce moment-là pour toi? L'objectif, c'est de ne pas avoir plus de 2 comprimés pour la tension, des fois même mettre une association entre un inhibiteur calcique, une statine si besoin, essayer vraiment d'optimiser le traitement pour que l'ordonnance soit la moins lourde possible. Et si malgré cette optimisation de traitement, le profil tensionnel n'est pas contrôlé, et bien là je vais proposer au patient de recueillir ses urines en consultation pour réaliser un dosage pharmacologique urinaire. Et puis dans un second temps, évidemment, si le profil tensionnel n'est pas contrôlé malgré une bonne observance, malgré un traitement simplifié et une mesure standardisée de la pression artérielle, là on pourra songer à ces nouveaux outils, comme la dénervation rénale ou les nouvelles molécules. Bon, je te reconnais bien là dans ton état d'esprit, faisons d'abord des choses simples. Et donc effectivement, un patient hypertendu résistant, la MAPA, tu simplifies son traitement, jamais plus de 2 comprimés, et on peut faire la quadrithérapie avec la spironolactone. S'il résiste à ça, tu lui doses les médicaments. Là, quasiment tout le monde est normothendu globalement à ce niveau-là. Et sinon, tu rajoutes la dénervation rénale. Ça me paraît extrêmement clair et limpide. Donc, si maintenant, moi, je suis convaincu et que je veux faire comme toi, comment je fais? Combien ça coûte d'aller dépister les traitements dans les urines? Est-ce que ça existe dans le sang? Et comment je fais pour l'implémenter dans mon centre? Alors, donc, le dépistage pharmacologique peut se faire dans les urines, d'accord. C'est malheureusement pas remboursé par la sécurité sociale. Donc,
seulement certains centres le réalisent à la charge du centre hospitalier. Nous, on est en collaboration avec d'autres centres hospitaliers périphériques qui essayent aussi de mettre ça en place. L'idée est de sensibiliser le pharmacien, le biologiste référent, en lui expliquant que c'est vraiment un outil qui n'est pas un gadget, mais qui permet vraiment d'améliorer la prise en charge des malades. Et donc ça a beau être à la charge du centre hospitalier, vraiment il y a un bénéfice clinique net. Combien ça coûte, tu dirais? Quarantaine d'euros, il me semble. Oui, parce que les sondes de dénervation, c'est plusieurs milliers d'euros et c'est à la charge aujourd'hui de l'établissement aussi. Donc. Tout à fait. Et puis tu me parles de dosage pharmacologique sanguin. Alors dans notre centre, nous on n'en fait pas encore. Pourquoi? Parce que ça nécessite quand même de faire une prise de sang spécifique. Et donc il y a un caractère invasif pour lequel on peut se poser la question si c'est pas un peu plus délicat au niveau de la relation médecin-malade. L'avantage du dépistage pharmacologique urinaire, c'est que c'est un prélèvement d'urine, il n'y a rien d'invasif. Et tu peux le faire à la consultation, alors qu'il faudrait un hôpital de jour peut-être pour le sang. Tout à fait. Ok, donc si demain je veux démarrer, je me rapproche de mon labo, il faut trouver un spectromètre de masse qui fera les dépistages, mettre ça en place. Quitte à externaliser les bilans dans un centre d'excellence. Mais après, finalement, ça se fait bien. Ça se fait bien. Et ça change vraiment la prise en charge. Bon, je crois que ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Julien. Avant de faire des choses compliquées, faisons des choses simples. Ça, c'est la devise du docteur Doublet. Et si le patient prend bien ses traitements, en France, en 2022, tous les hypertendus doivent être normotendus. Merci, Julien. Au revoir.